ils sont abandonnés à eux-mêmes, il n'y a pas d'immatriculation, il n'y a pas de prise en charge depuis la fin de la formation. Et c'est un peu le problème, ils ont entamé des démarches, ils sont allés au niveau de l'état-major de l'armée de terre pour rencontrer les autorités militaires pour comprendre un peu qu'en est-il de leur situation. Ils ont démarché longtemps, il n'y a pas eu d'issue. Ils ont écrit une lettre, ils ont écrit des lettres qu'ils ont adressées d'abord au président de l'Assemblée nationale, mais également au ministre de l'enseignement technique, la formation professionnelle, l'emploi et du travail. Porte-parole du gouvernement. Il n'y a pas eu d'issue. Aujourd'hui, ils sont complètement désespérés. Mais ce qu'il faut dire dans ce dossier, c'est qu'il faut que le gouvernement guinéen, parce que ce n'est pas la première fois, qu'on arrête de former des soldats au maniement de l'arme. Après, on les abandonne. Nous sommes en Afrique de l'Ouest. Il y a des pays frontaliers aujourd'hui qui connaissent vraiment assez de problèmes. Je crois que c'est un peu dangereux aujourd'hui de former des soldats au maniement de l'arme, à des armes de guerre, et qu'ils soient abandonnés à eux-mêmes dans le quartier. C'est des gens facilement qu'on peut récupérer et qui peuvent faire n'importe quoi dans les différents quartiers. Donc c'est pour cette raison qu'il faut interpeller l'état-major de l'armée pour qu'ils essaient justement de statuer sur le cas de ces 1669 soldats de deuxième classe qui ont été formés au camp d'infanterie. Vous êtes rapproché ou pas du ministère de la Défense? Il y a plusieurs jours, j'ai tenté de rencontrer des responsables au niveau du ministère délégué à la Défense nationale. Il y a plusieurs jours, j'ai tenté. Donc blackout total de ce côté. Pratiquement, je n'ai pas eu de répondant. Il est très difficile. Vous savez, la grande muette, il est très difficile d'avoir des informations de ce côté. Donc pour le moment, nous allons entendre Doré Sena, qui est le porte-parole de ces 1669 soldats de deuxième classe. Il va nous dire concrètement quelle est leur situation, quelle est aujourd'hui leur situation et qu'est-ce qu'ils comptent faire pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Doré Sena, donc porte-parole des 1669 soldats formés entre 2009 et 2011 au camp d'infanterie et de recyclage de Kissidou. Il est en direct. Bonjour, monsieur Doré. Bonjour, monsieur Doré. Oui, bonjour. Vous êtes en direct dans cette émission Espace Expression. Allez-y. Doré Sena, vous êtes le porte-parole de ces soldats de deuxième classe formés au camp d'infanterie de Kissidou. Dites-nous, quelle est votre situation aujourd'hui? Ok, je vous remercie beaucoup, messieurs. Comme vous venez de le dire, il y a déjà très longtemps, depuis 2011. Oui, mais quelques soucis avec la liaison entre la radio et vous. Voudrez-vous peut-être changer de position et puis derrière on va vous rappeler. C'est comme Mohamed Gibril, donc on parle de ces 1669 soldats de deuxième classe. Écoutez, cela risque d'être une bombe à retardement parce que former quand même des jeunes et les abandonner comme ça, cela risque de créer bien évidemment des ressentiments qui peuvent déboucher sur des réactions. Donc attention, on a déjà des antécédents, des gens qui ont été qu'on a enrôlés à la va-vite au sein des forces armées pour aller combattre les rebelles lors de l'agression de 2000 et qu'on a ensuite abandonné dans la nature sans être désarmés. Aujourd'hui, on retrouve les mêmes personnes dans les opérations de banditisme. Attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Doré Sena qui revient sur cette antenne. Monsieur Doré, bonjour. Oui, bonjour monsieur, vous allez bien? Alors, vous étiez en train de nous expliquer comment tout cela est arrivé. Quelle est votre situation au jour d'aujourd'hui? Ok, merci, je vous remercie très sincèrement. Au fait, la situation des 1669 soldats qui ont suivi la formation à l'intégralité, c'est-à-dire la FCB, la formation commune de base. Et bon, aujourd'hui, nous sommes abandonnés dans les quatre coins de la Guinée sans situation. C'est ce que je vous disais la fois dernière. Et nous avons mené, nous étions allés voir, le ministre Excellence Damantang, le porte-parole, et nous a donné, le chemin d'aller voir le ministère tutelle. Alors, nous étions allés voir le ministère. On nous a renvoyé d'aller voir le secrétaire, d'état-major de l'armée de terre. Alors, sur coup, j'ai fait un courrier, je suis allé déposer. Alors, nous étions là, sans bouger. Le secrétaire central à l'état-major a lu le courrier, il a compris l'essentiel. Et qu'est-ce qu'il m'a dit comme réponse? Il me dit, bon, le problème, de Kissidou, au moins si c'était 2 ou 3 soldats, on pouvait comprendre. Mais ici, c'est toute une promotion. Alors, l'état-major ne peut pas gérer. Et il faut aller, la seule personne qui peut gérer ici, sur votre problème, c'est le président de la République. Et bien avant ça, nous avions envoyé, un courrier, une demande d'audience
faut juste rencontrer le président et l'expliquer clairement notre problème. Et il y a de cela 3 mois, il n'y a aucune suite. Alors nous sommes là, on ne sait pas. Et nous sommes abandonnés. Et qu'est-ce qui a concouru à cela? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été recruté, les autres l'ont été? Bon, en fait, je vais vous parler un peu. Vous savez, le militaire, on dit que le militaire, la radio des militaires, c'est le rassemblement. Et le militaire s'informe au rassemblement. Tu sais que tu entendras là-bas et c'est ça qu'il faut prendre en agent comptant. Alors, je vais vous parler un peu de la genèse de notre situation. Quand ils étaient en Kisuduro après la formation, notre directeur, le colonel Fahimba, est venu un jour, nous étions au rassemblement. Nous savons que quand le directeur descend à Conakry en remontant, il viendra avec une bonne nouvelle. Alors, ce jour, il vient nous dire, bon, les jeunes, vraiment, je viens de Conakry, nous avons tenu une réunion. Bon, voici votre situation. Il y a courage sur votre situation. Maintenant que les officiers sont en train de voir, qu'est-ce qu'il faut pour votre cas? Voilà, vous voyez, mais ça fait mal pour quelqu'un qui a suivi la formation, qui a été recruté officiellement, et qui est formé, qui est à l'attente de l'immatriculation. On vient vous dire encore qu'il y a Croix-Rouge sur votre cas. Vous voyez moralement ce que ça fait? Mais nous apprenons qu'il y a eu rébellion de votre part, parce qu'à l'époque, on se souvient qu'il y a eu des morts à Kissidougou, quelques agents entre vous avaient pris la brousse, et on apprend que c'est vous que vous étiez rébellés, parce que tout simplement, vous n'avez pas d'immatriculation. Attention, ils vous ont remonté, je ne vais pas faire le compte rendu très bien, je vais vous illustrer maintenant. Nous, ce jour, c'était lundi, le 7 mars 2011, le mardi, le 8 mars. Alors, les éléments se sont levés parce qu'au centre, quand un élément se lève, c'est tout le monde. Alors, nous sommes levés pour dire, bon, il faut se faire entendre parce que vraiment, on ne peut pas comprendre. Jusque-là, nous sommes là, on nous dit encore qu'il y a Croix-Rouge. Quand c'était au sein du centre, demandez un élément, un encadré de qui c'est sûr, il a été frappé. Demandez seulement. Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment s'est traduit votre réaction? Bon, ce jour, on n'a rien fait du mal, hein. Seulement que nous avons refusé le rassemblement ce jour-là pour dire qu'il faut qu'on remonte. Parce qu'on ne peut pas comprendre. On n'a rien fait, on n'a rien gâté. Le magasin d'animaux est là, la direction est là, est-ce qu'on n'a rien gâté? Après ça, le Zemna Bunduka est venu nous dire, bon, patientez les gars, patientez, et je dis bien le Zemna Bunduka, hein. Il y a eu des mouvements ou pas? Il y a eu des mouvements ou pas? Non, bon, peut-être... Qu'est-ce qui a provoqué la mort de vos amis? Parce qu'on apprend qu'il y a eu tout de même... vous avez été pourchassés dans la brousse et tout cela. Voilà, bon, pendant que nous étions au centre, il n'y avait pas de rassemblement ce jour-là. Alors, le commandant jaune de Gekedou est venu, est venu nous voir et dit, bon, attention, les jeunes, venez là, venez, nous allons... À ce moment, d'autres étaient déjà en ville, c'était la soirée. Bon, sur quoi nous étions là pour écouter le commandant, nous voyons des renforts qui s'éveillent derrière nous et venaient en tirant. C'est parce qu'on les a remontés les éléments, on peut des armes, ils sont en train de tirer sur la population. Mais vraiment, conscieusement, allez demander qui se dit, est-ce que les éléments ont frappé même un civil? Je rappelle, vous êtes porte-parole des 1669 soldats formés au camp d'infanterie et de recyclage de Kissidou. C'est cette question est de savoir est-ce que... jeune recrue. Jeune recrue. La question est de savoir est-ce que dans le lot de jeunes qui ont été formés dans ce camp, est-ce que tout le monde a été donc laissé pour compte ou bien il y en a parmi vous qui ont été finalement intégrés aux forces armées guinéennes? Je vous dis, le centre d'instruction d'infanterie et de recyclage de Kissidou, qui avait à son sein 1669 soldats, aucun soldat n'a été pris en charge. Bien. Alors que comptez-vous faire finalement? Bon, vraiment, c'est une affaire militaire. Nous n'avons aucune force et nous n'avons aucune mauvaise intention. Et ce que nous voudrons, c'est pour prier, venir demander aux autorités vraiment de nous prendre en charge. Nous sommes là jusqu'à présent abandonnés. Oui, mais l'inquiétude, je le rappelais, vous avez été outillé au maniement des armes de guerre. Et aujourd'hui, est-ce qu'on ne craint pas que des armes tombent dans vos mains, et que, voilà, faute de quoi, on ne sait jamais. Voilà, vous en serviez pour des fins malsaines. Pourquoi pas? Arrêtez, monsieur. Non, écoutez. Non, mais pourquoi pas? La question vaut tout son pesant d'or. Hein. Non, nous sommes là, nous sommes militaires, même là où je vous parle. Qui sait si parmi vous déjà certains ne sont pas dans des gangs? Ouais.
Écoutez, nous avons été formés pour défendre et sauvegarder l'intégrité territoriale. Et c'est ça notre mission. Et c'est pourquoi nous demandons que l'État nous prenne en charge et que nous puissions servir la nation comme les autres le font. Bien, on espère que le cri de cœur donc, est tombé dans des oreilles délicates du côté de Sékou Touré. Merci en tout cas, Doré Sana, d'avoir répondu à notre invitation. Vraiment, nous vous remercions très sincèrement. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur. Oui. Radio Espace, Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Aboubacar Diallo, c'est Espace Expression sur Radio Espace. Alors, on a 2 minutes pour quand même revenir sur les propos de ces jeunes recrues qui ont été formés du côté de Kissidougou. Écoutez, je ne sais pas si on a dans ce pays cette obsession passionnelle à créer des problèmes dont on a du mal à résoudre. Mais il faut rappeler que c'est un lourd héritage quand même du CNDD. Du CNDD, effectivement, mais il y a ce qu'on appelle la question de la continuité de l'État. Ces jeunes ont été formés par un État, même si à l'époque c'était un État de fait, un État d'exception, mais un État d'exception. Mais il y a par la suite eu élection d'un nouveau président qui devait normalement prendre ce dossier à bras le corps. Parce que le danger, c'est quoi? Vous avez posé la question, une question qui d'ailleurs est très intéressante. Ces jeunes ont été formés au maniement des armes. Ils connaissent les secrets militaires. S'ils ne sont pas intégrés dans l'armée, ils risquent d'utiliser les mêmes secrets, d'utiliser, n'est-ce pas, les notions acquises, mais à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été formés. Et c'est là le danger. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème d'intégration de ces jeunes. Soit ils sont intégrés au sein des forces armées, comme leur formation le requiert, soit on trouve des moyens d'insertion sociale pour ces jeunes. Parce que il y a, je le disais tantôt, juste avant l'intervention de ce jeune, on a des antécédents où des jeunes ont été enrôlés parce que les forces armées guinéennes avaient besoin de jeunes volontaires pour aller combattre les rebelles aux frontières après cette agression. Et ces jeunes ont été abandonnés. Les Unimos notamment. Oui, et la plupart de ces jeunes se retrouvent aujourd'hui dans les opérations de banditisme. Surtout du côté des Érécorés aussi. Ils sont généralement à l'origine des violences. Donc il faut faire très attention parce que manifester, c'est exprimer son mécontentement, c'est exprimer son exaspération. Il faut éviter que de tels jeunes manifestent parce que ça peut être très dangereux. Ce qu'on va faire demain, on va interpeller le ministre délégué de la Défense nationale, Maître Abdoul Kabele Kamara. Il doit des explications en tout cas sur le cas de ces jeunes soldats. Oui, sans doute que vous êtes en train de donc préparer vos réactions donc au stand au 620 28 65 65 ou au 620 28 69 69. Ce sera tout à l'heure dans 13 minutes plus exactement. Moussa Dadis Kamara va être entendu à nouveau par donc des juges guinéens, 2 juges plus exactement, qui sont arrivés hier à Ouagadougou. Que pensez-vous de cette nouvelle audition de l'ex-chef de la junte guinéenne entre 2008 et 2009? Faut-il y voir un lien avec l'alliance annoncée avec l'UFDG? Faut-il y voir donc une volonté du pouvoir en place pour l'écarter de la course à la présidentielle d'octobre 2015? Tant de questions donc sur lesquelles vous pouvez réagir à partir de 10h15. On va s'intéresser d'un moment à l'autre à cette opération de filature qui a permis l'arrestation de 14 malfrats du côté de Koya. Mais pour l'heure, nous partons avec ces ateliers préparatoires, Antoine, qui ont été lancés samedi. On parle de la consultation nationale de la jeunesse guinéenne. Justement, les consultations nationales sont lancées et apparemment, lorsque vous suivez la télévision nationale, chaque fois que le 20h fini ou le 20h30 fini, il y a généralement un jeune qui s'exprime par rapport à son activité et le ministère de la Jeunesse qui va vers les jeunes, les écouter afin de savoir c'est quoi leurs préoccupations et ça continue à Conakry tout comme à l'intérieur du pays. Je crois qu'on a en ligne... Oui, Marliatou Barry, elle est commissaire générale de la consultation nationale de la jeunesse guinéenne. Elle est en direct. Bonjour Marliatou. Bonjour. Bienvenue dans Espace Expression. Je crois que vous êtes en partance pour l'intérieur du pays dans le cadre elle était à Cancan. De ce projet. Dites-nous à ce jour, qu'est-ce qui a été fait depuis le début de ces activités? Là, à ce jour, on est encore dans les ateliers préparatoires parce qu'on est en train de former les jeunes qui vont aller faire des focus group afin de recueillir des informations, que ce soit les besoins, les aspirations et les préoccupations des jeunes.
Mais Marlia, Donc, on est en plein Eh bien, en quoi consistent ces ateliers préparatoires? quel est son objectif? L'objectif, c'est de former, au fait, afin que ces rapporteurs et ces animateurs soient bien informés sur la consultation nationale de la jeunesse et qu'ils savent comment travailler avec ces jeunes à l'intérieur du pays parce qu'on touche toutes les couches sociales. Oui, mais pour le moment, dites-nous quelles sont les préoccupations qui vous ont été déclinées par les jeunes. Pour l'instant, on n'a pas encore. Ce sont ces focus groups qui vont nous permettre d'avoir ces informations-là. Et à quoi vous attendez-vous? Parce que apparemment, on dirait que les Guinéens savent dans la plupart des Ce sera Oui, votre propre principalement- constat, hein, parce que vous avez fait quand même quelques régions, Marliatou. Oui, il y a le problème d'emploi. Déjà, dans certaines régions, c'est plus le problème d'emploi parce que pour la plupart, c'est des jeunes diplômés qui n'arrivent pas à trouver leur place au niveau de l'emploi. C'est un peu plus ça que je rencontre, mais il y a d'autres aussi qui sont là, des agricultures, des jeunes qui n'ont pas de machines, qui me disent qu'ils ont besoin de machines et tout. Mais Marlia, tout petit peu concrètement, plus loin. après avoir recueilli toutes ces informations, qu'allez-vous faire de l'ensemble des informations que vous allez recueillir auprès des jeunes de leurs préoccupations? Cela sera mis dans un cahier de doléances qui sera remis à la fin au président de la République. Vous êtes commissaire, beaucoup, Général. Commissaire général justement de ces consultations générales. C'est important de nous dire quelles sont les missions qui vous sont dévolues. Parce que les gens se demandent commissaire, parce que le commun des Guinéens, Oui. quand il entend commissaire, il se dit que c'est un policier, c'est quelqu'un qui relève forcément des forces de défense et de sécurité. Dites-nous quels sont les rôles et missions qui vous sont dévolus. Au fait, je suis le porte-voix de la jeunesse guinéenne. Je pilote un petit peu le projet et je refais pour la mise en place du projet parce que là, nous sommes en plein travail et là, on essaye de mettre les choses vraiment en place pour ne pas qu'il y ait des petites défaillances. Est-ce Voilà pourquoi je suis à l'intérieur. Voilà, vous allez présentement en Nzérékoré, mais est-ce que des villages lointains comme mon village Gouéké est prévu dans les préoccupations des jeunes? Est-ce que les jeunes de Gouéké ou de Pinet, là-bas vers la Côte d'Ivoire, les jeunes de là-bas sont prévus dans votre projet? Monsieur, on a toutes les sous-préfectures de la Guinée. Il n'y a pas d'exception. On est dans toutes les contrées les plus éloignées. Il y a des animateurs qui ont été déjà formés, qui sont de ces villes. Et ils vont tous participer à cette consultation. Et il y a le cas d'une C'est eux qui nous sous-préfecture que je veux bien signaler, c'est celle de Yukunkun, où on a été récemment du côté de Koundara. Là-bas, pratiquement, à vous dire L'État vrai, n'existe pas. l'État, c'est plus que inexistant, parce que la maison des jeunes, de ce côté-là, pratiquement, est dans un état de délabrement plus que avancé. C'est démodé, je veux le Des dire comme ça. bâtiments qui datent de l'époque coloniale. C'est une zone où les jeunes souffrent beaucoup. Oui, donc c'est ça. Il y a un rapporteur qui est déjà à Yukunkun qui va prendre toutes ces informations et qui va nous les envoyer. On va faire une synthèse au fait de toutes ces préoccupations-là. Et après la synthèse, ça sera classé selon des thématiques bien spécifiques. Et à la fin, ça sera des doléances. C'est un petit peu le système sur lequel ça sera. Oui, Marliatou, on sait que dans les préfectures et sous-préfectures, le ministère de la Jeunesse a des ramifications sur place, des représentants clairs. Je veux parler des DSPJ, des DPJ. Dites-nous quel est le niveau de vos rapports avec ces ramifications du ministère de la Jeunesse. C'est vrai qu'ils vont lui servir des structures d'appui, forcément. Oui, c'est exactement ça. On travaille directement avec eux. Parce qu'il y a certains jeunes qu'on ne connaît pas et eux, ils connaissent ces jeunes-là. Pour certains secteurs, c'est eux qui nous aident au fait à mobiliser tous ces jeunes-là dans une salle en touchant en fait de 15 à 24 ans, de 24 ans à 30 ans. Marlia, Oui, si vous permettez, dans plusieurs villes de la Guinée que nous avons sillonnées récemment, le problème de maison des jeunes se pose avec acuité. Les jeunes ont besoin de lieux d'épanouissement. Est-ce que toutes ces préoccupations seront au centre justement de cette démarche-là? C'est ça l'objectif au fait, c'est toutes ces préoccupations-là parce que vous savez que la jeunesse guinéenne n'arrive pas à se retrouver aujourd'hui dans cette société. Parce qu'on n'a pas de lieu là où s'épanouir, il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Et vu que nous sommes à mi-parcours du projet qui a été lancé par le ministère de la Jeunesse et des Sports,
2010-2020. On essaye de faire une évaluation en fait de tout ça. Bien. Et plus concrètement, dernière question, Marliatou Bari. Un atelier préparatoire, ça mobilise combien de jeunes et quelle qualité faut-il avoir? En tout cas, je parle d'un jeune qui est dans un coin, dans un quartier reculé, par exemple, vous allez à Zérékoré. Est-ce que tous les jeunes peuvent venir dans ces ateliers préparatoires et par rapport au focus group, parce que ces ateliers préparatoires vont déboucher à ces focus group, comment tout cela va se mettre en place? D'abord, les ateliers préparatoires, il y a des jeunes qui sont des animateurs qui ont été déjà formés, ça s'appelle des CAPA. Et c'est seulement 200 jeunes qui sont ciblés dans chaque ville, 200 à 300 jeunes. Maintenant, pour les focus group, on a établi un plan en ciblant en fait des personnes ou un groupe de personnes sur leur tranche d'âge ou sur leur sexe. Ou encore sur leur travail. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Donc, en fait, en réalité, ces focus group sont censés recueillir les attentes, les préoccupations des jeunes, c'est ça? C'est ça. Allez, merci bien, Marliatou Bari. Je rappelle, vous êtes commissaire général de la Consultation nationale de la jeunesse guinéenne. Bonne traversée du côté entre la Haute-Guinée et la Guinée forestière. Merci beaucoup. Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Aboubacar Diallo, c'est Espace Expression sur Radio Espace. Bien, on a 5 minutes pour prendre la direction de Koya pour interroger commandant Mamadou Alpha Bari, officier chargé de communication de la gendarmerie nationale, une filature entre les services de sécurité et les renseignements qui a permis l'arrestation de malfrats de Grand Chemin Bassikou. Écoutez, il faut d'abord se féliciter de cette grande opération qui a été menée par la gendarmerie. Vous le rappelez tout à l'heure, des gens aujourd'hui qui sèment la terreur, qui dévalisent de Conakry et qui vont se replier du côté de Koya. Il faut se féliciter également de la collaboration aujourd'hui qui existe entre les populations à la base et les services de renseignement du côté de la gendarmerie et de la police, parce que c'est malfrats de Grand Chemin qui opèrent aujourd'hui. C'est présumé malfrats, présumé. Je dis malfrats. Présumé. Je dis malfrats parce que tout simplement, écoutez, il y a des cas de flagrant délit que vous ne pouvez pas nier. Peu importe la flagrance, c'est présumé malfrats. Antoine, d'accord. Lorsque des gens sont pris en flagrant délit avec des armes de guerre et qui sont allés dévaliser, vous n'allez plus me parler à ce niveau. Le spécialiste maison de droit est là. La question ne se pose pas à ce niveau, Antoine. Je voudrais tout simplement rappeler ici que pour lutter efficacement contre le grand banditisme en Guinée, il est important, à mon avis, que les citoyens à la base coopèrent avec les services de sécurité. Parce que quand ces présumés malfrats opèrent à Conakry ou à l'intérieur du pays, en réalité, ils vivent entre nous en communauté ici. Ils viennent se replier du côté justement de ces populations. Oui, donc, mais pour ce cas précis, quand même, c'est plutôt une collaboration entre les services de sécurité et les renseignements. Oui, mais tout ça on va vérifier tout cela. Commandant Bari, officier chargé de communication de la gendarmerie nationale, il est en direct du côté de Koya. Bonjour, mon commandant. Oui, bonjour, Abassar. Antoine de mettre un peu d'eau dans son bain parce que bon. Mamadou Alpha, mais là c'est grave ce matin. Je rappelais, expliquez-nous les circonstances dans lesquelles ces personnes ont été interpellées, ces individus. Merci à la des moyens en tout cas pour contourner l'obstacle. Surtout l'opportunité que vous nous offrez pour nous exprimer sur votre antenne. Écoutez, de quoi s'agit-il? Il a été constaté ces derniers temps la recrudescence du grand banditisme, de la criminalité qui prend des proportions inquiétantes tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Donc, le recommandement de la gendarmerie nationale, section de la justice militaire, a enregistré des cas d'assassinat, de meurtre, de vol à main armée, de braquage et de viol commis sur les paisibles citoyens. Face à cette situation préoccupante, le général de division Ibrahim Baldé, soucieux de préserver la sécurité des citoyens et leurs biens, a initié une synergie d'action de toutes les unités de gendarmerie, à savoir la gendarmerie routière, les services de renseignement, les unités territoriales, les unités mobiles, les unités d'intervention, les unités maritimes et fluviales, et enfin les brigades de recherche ayant pour base à Koya. Cette synergie nous a permis d'interpeller 10 présumés bandits en flagrant délit de vol à main armée,
4 autres pour nécessité d'enquête. Le matériel saisi, 3 PMK plus 111 munitions, 3 pistolets, 20 millions 60 000 francs guinéens de faux billets en coupure de 20 000, 2 voitures de marque Renault qui les servaient pour les différentes opérations, une voiture Land Cruiser immatriculée RC68CX et plusieurs objets. Pour conclure, je précise que ces 14 présumés bandits ont noué leur relation à la prison civile de Dubretac courant 2014. Ils ont à leur actif plus de 20 opérations entre Conakry, Foya, Dubretac et Forécaria. Il vous souviendra, un jeune nommé Victor a été tué ces jours-ci à Dubretac à cause de sa moto, et la grosse attaque du 12 juin 2015 à l'hôtel Hacienda où se trouvait notre honorable Baïdi Haribo. S'il s'estime heureux, les présumés bandits sont dans nos mains. Voilà. Apparemment, les présumés... C'est un véritable trésor de guerre. Les agresseurs de Baïdi Haribo ont été arrêtés selon ce que vous dites maintenant. Est-ce que ce sont eux-mêmes qui l'ont avoué ou comment l'avez-vous su? Oui, vous savez, avec les enquêtes que nous menons actuellement, l'ABE n'étant pas la reine des vérités, on a poussé les enquêtes et eux-mêmes, ils ont avoué sans contrainte que c'est eux qui ont abattu le jeune Victor. La preuve en est que la moto qui a été récupérée dans les mains de l'enfant a été retrouvée avec eux. Et certains billets de banque qu'ils avaient utilisés à l'honorable Baïdi Haribo ont été retrouvés dans leurs mains. Mais là, ce n'était pas des faux billets, là. Pardon? Vous parlez de billets qui ont été retirés des mains de Baïdi. Et précédemment, vous parliez de coupures de 20 000 francs guinéens et des coupures contrefaites. On a retrouvé de vrais billets avec eux parce qu'ils venaient juste d'acheter du carburant à la station. Et quand on a mené nos enquêtes, on a poussé. Eux-mêmes, ils ont avoué leur forfaiture. Et à l'heure où je vous parle, il y a des montants de vrais billets qui sont cachés quelque part où nous sommes en train de faire chemin pour aller récupérer. Donc vous confirmez que parmi ces individus qui ont été arrêtés, il y en a qui donc ont participé à l'opération qui a visé l'hôtel Hacienda où était l'honorable Baïdi Haribo. Affirmatif, nous sommes là avec Espace TV. Peut-être le soir, vous allez voir les déclarations ou les écouter aux 20h. Forcément. Dans les questions. Oui, commandant Mamadou Alpha Bari, la question qu'on peut se poser, c'est d'où viennent ces armes de guerre avec lesquelles ces présumés malfrats opèrent. C'est vraiment la préoccupation aujourd'hui. Vous avez pris l'habitude dans vos narrations de présenter les faits, mais notre inquiétude, c'est d'où viennent ces armes de guerre. Écoutez, il ne faut pas se leurrer. La circulation des armes de guerre, c'est quelque chose de réel dans la sous-région. On a la porosité de nos frontières, on a des commissariats, des garnisons qui ont été cassés, on a des militaires qui étaient partis combattre dans la sous-région. Je veux citer la Sierra Leone, le Libéria et j'en passe. Donc il y a toutes ces armes-là qui circulent dans la sous-région. À l'instant où je vous parle, en République de Guinée, les services de gendarmerie sont en train de récupérer même des armes qui n'ont pas été dotées à l'armée guinéenne. C'est pour vous dire que ce que je vous dis, c'est quelque chose de vrai. Bien, mon commandant, donc commandant Mamadou Alpha Bari, officier chargé de communication de la gendarmerie nationale, et nous explique à vous dire merci pour en tout cas ce joli coup de filet réussi et pour avoir répondu à notre invitation. Et merci, et cela va s'étendre encore à l'intérieur du pays, parce que je ne suis pas décideur, mais je sais que le commandant et son équipe sont en train de réfléchir pour étendre la mission à l'Abbé, Kissibou, Ekedou et Zérékoré. Bien, Radio merci. Espace Expression, votre actualité vue avec des spécialistes maison. Aboubacar Diallo, c'est Espace Expression sur Radio Espace. Bien, à présent, à vous la parole, vous auditeurs de cette émission Espace Expression. Vous connaissez les numéros sur lesquels vous pouvez donc nous joindre. C'est le 620 28 65 65
ou le 620 28 69 69. Aujourd'hui, donc massacre du 28 septembre, 2 juges guinéens sont arrivés hier à Ouagadougou pour auditionner l'ex-chef de la junte guinéenne entre 2008 et 2009. Il s'agit bien entendu de l'ex-capitaine Moussa Dadis Camara. L'envoi de ces juges à Ouagadougou intervient 72 heures seulement après la visite en Guinée de Fatou Ben Souda, procureur de la CPI. Que pensez-vous de cette nouvelle audition de Moussa Dadis Camara? Faut-il y voir donc un lien avec l'alliance annoncée avec l'UFDG ou une volonté du pouvoir en place de l'écarter de la course à la présidentielle d'octobre 2015? Vos réactions donc à présent au stand au 620 28 65 65 ou au 620 28 69 69. En attendant, un premier auditeur, Mohamed Mara, et beaucoup d'agitation en tout cas dans le landerneau politique depuis l'envoi de ces 2 juges du côté de Ouagadougou. C'est vrai que la question, elle est judiciaire, mais on ne peut pas ne pas tenir compte, disons, de la situation politique actuelle. Mais comme je l'ai dit hier, le capitaine Moussa Dadis Camara, à mon avis, lui, n'est pas pris de court parce que ça fait quand même 5 ans, on est dans la 6e année, qu'il s'y préparait. Je crois que dans les conditions normales, il devrait être beaucoup plus serein, en tout cas que son parti, lui, ne l'a montré jusqu'à présent. Bien, on a un premier auditeur en direct dans cette émission. Bonjour. Bonjour, ami Aboubakar Diallo. Oui, bonjour Corboya. Bienvenue. Monsieur Aboubakar, oui. Je me demande pourquoi il y a tant de panique au sein du RPG Arc-en-Ciel. Je me demande pourquoi la peur dans les ventes des uns et des autres au niveau de la présidence. Ils ont été ici 6 ans. Le président de la République, d'ailleurs je le rappelle, lorsqu'il était à Casa avec Egon, il dit, je cite, je dirais à cette Cour pénale internationale de laisser ce dossier du 28 septembre. Il y a tellement eu de 28 septembre depuis 1958 à nos jours. Parce qu'à ce moment, ça l'en profitait politiquement. Il voulait mettre au tiroir ce dossier. Le fait que politiquement, ça n'en profite plus, on tente de mettre du feu au niveau du parti politique de l'UFDG et le parti de M. Dadis. Qu'à cela ne tienne, nous ne sommes pas contre le fait qu'il y ait une justice qui est là en train d'exhiber la vérité. Tout le monde est assoiffé de cette justice. Mais qu'on laisse M. Dadis Camara venir s'exprimer à République de Guinée. Pour finir, pour votre information, Dadis a dit net à ses agents qui sont déployés là-bas pour venir vraiment l'écouter. Il dit sauf à République de Guinée qui va s'exprimer. Je tiens à féliciter sincèrement ce dernier qui a conseillé M. Dadis de dire net qu'il ne va pas s'exprimer. Bien, en tout cas, c'est une information que donc, vous nous donnez en direct là. Vous nous parlez du refus catégorique de Dadis Camara de s'exprimer, donc de parler à ces juges qui ont été envoyés du côté de Ouagadougou. Est-ce qu'on a un autre auditeur? Bien. Bonjour. Allô, bonjour et bonjour à toute la maison. Oui, on reconnaît la voix, oui. L'antithèse. Sayomara, je vous appelle de Yembeya. Bien, Sayomara, nous vous écoutons. Je voudrais commencer mon intervention par cet adage malinqué qui dit que l'enfant qui fut élevé par les tonnerres ne saurait craindre les rugissements d'un lion, surtout d'un lion en carton. Le RPG Arc-en-Ciel vient de loin. Avoir peur d'une opposition aussi facile que celle que nous avons là, je dirais non. Et au-delà de tout ça, ceux qui sont en train de crier un peu partout aujourd'hui, ah, Dadis doit revenir, ah, Dadis doit avoir ceci, il y a ça, il y a... Mais écoutez, ce sont ceux qui disaient au lendemain même du 28 septembre de faire tout, de passer par tous les moyens afin qu'il y ait la lumière sur cette affaire-là. Et au-delà de tout ça, mais ce n'est pas le professeur Fakonde qui a introduit ce dossier, ce n'est pas l'État actuel là qui a introduit ce dossier. Le dossier oui, la question, Sayomara, si tu permets, c'est que c'est le regain d'intérêt, en tout cas, soudain, pour ce dossier, en tout cas, depuis que Moussa Dadis Camara a montré l'intention d'aller à la magistrature, de briguer la magistrature suprême de son pays. Ça, c'est ce que vraiment certains éléments de l'opposition disent, notamment l'UFDG. Ça n'a rien à voir avec ça. Les victimes veulent, mais à un moment donné, dans les mêmes a dit que ce sont ces militants qui ont été plus victimes, non. Mais s'ils veulent maintenant qu'ils disent à ces militants-là de retirer le dossier,
On va voir si c'est l'État qui empêche le capitaine Dadis de venir ou si ce sont ces victimes-là qui veulent qu'il ait la lumière sur cette affaire-là. Mais qui disent à ces militants-là de retirer le dossier. Bien. On va voir ce qui va se passer. Bien, Si en on tout arrive cas, à des merci pour cette contribution, Sayo Mara, qui nous appelait depuis Yembea. Un autre auditeur, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Mohamed Silla. Je suis à Matoto. Oui, monsieur Silla, nous vous écoutons. Voilà ce qui est paradoxal et inadmissible chez nous. Voudrez-vous éteindre le poste transitoire qui est à vos côtés? Il n'y a pas de problème. Allez-y. Oui, et en Guinée, c'est la nation qui est absente. Et les gens voient leur intérêt personnel et laissent l'intérêt supérieur de la nation. L'arrivée de Fatou n'est pas liée à la situation politique de M. Dadi. Et la Cour pénale internationale est en train de faire ses activités dans la sous-région. Alors si la Guinée, tout ce qui se passe, personne ne voit l'intérêt de la Guinée. Qu'il avait été interrogé par une commission rogatoire. Et nous avons un autre auditeur. Bonjour. 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 Vous vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? Paris Amadioul depuis Matoto. Monsieur Barré, nous vous écoutons. Donc, je sais que je vois vraiment depuis l'Alliance à parler, ça ne va pas dans le parti de pouvoir. Donc, pourtant, les affaires de ces pays, tout le monde connaît le CPI. Ils n'ont pas égal mondialement. Sinon, regardez, entre Lausanne, Palestine, Israël, il y avait beaucoup de massacres. Le dossier à côté. Donc, même Bush, ancien Bush, le président américain, donc lui, il doit auditer. Donc, moi, le CPI, je mets ça à côté. Donc, le dirigeant africain doit prendre ses responsabilités dans son pays national. Bien. Donc, c'est ça. Merci bien, monsieur Barry, de cette intervention. Vous nous appelez depuis Matoto. Un autre auditeur au bout du fil. Bonjour. Bonjour, Bakar Diallo. Bonjour à l'équipe de Espace FM Guinée. Bonjour. Excellence Baldé, oui, je reconnais. Pour la première fois, on pensait que vous aviez boudé cette émission. Oui, c'est pas facile, la ligne orange, c'est pas facile. Sinon, véritablement, c'est une émission que j'aime à la puissance incalculable. Merci bien, merci bien. Voilà, Dieu seul sait combien de fois cette voix nous avait manqué. Allez-y, nous vous écoutons. C'est clair. Donc, je dirais tout simplement, je crois bien qu'aujourd'hui, on est en train de faire une justice à deux fois des mesures. C'est-à-dire, les capitaines Dadis, depuis 2009 à nos jours, c'est maintenant là qu'on accélère. On avait oublié, l'accélérateur se trouvait où? Donc, on accélère maintenant parce qu'il s'est mis dans la scène politique. Donc, on est en train de faire une escroquerie politique contre capitaine Dadis Camara parce que Toumba Diakité avait reconnu ici, dans les antennes de RSI, qu'il a participé au stade du 28 septembre. C'est lui-même qui a tiré aussi sur capitaine Dadis. Donc là, lui, il a la main dans la poche. Donc, au lieu d'arrêter cet homme parce que lancer un mandat d'arrêt international contre sa personne, on est en train de s'asseoir contre Dadis. Donc la grosse question qu'on se pose, Dadis est à Ouaga, au nom de qui, à l'intérêt de qui et à cause de qui? C'est la grosse question. Donc vous voyez plutôt la main du pouvoir donc derrière cette accélération entre guillemets de la machine judiciaire. Oui, c'est cela parce que figurez-vous, Papakoli Kourouma, pour avoir l'électorat de la forêt en deuxième tour, il s'est entendu avec le professeur Alpha Condé de mener les campagnes en forêt pour faire, dès qu'il aura l'électorat de la forêt, Dadis va revenir en Guinée. Donc, 3 ans après, la forêt a demandé à Papakoli Kourouma quand est l'arrivée de Dadis. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est parti voir le professeur Alpha Condé, le professeur est parti à Ouaga. Qu'est-ce qui se passait? Arrivé à Ouaga,
il a dit, je suis venu te prendre, on va aller en Guinée. Mais à condition. Et tu sais que les militants qui ont été tués au stade, c'est les militants de l'IFDG. Une fois tu viens, ils vont se manifester. Dès qu'ils vont se manifester, je vais t'arrêter, on te livre à l'AE. Donc, le président de l'IFDG est informé de cette situation. Il est parti dire, on a pardonné si c'est nos militants. Bien. Sinon, voilà, beaucoup de détails croustillants. En tout cas, merci, Excellence Baldé, de cette contribution. Bonne journée sur la route, le Niger, du côté de Madina. On en a terminé pour aujourd'hui. Un petit mot, vous nous apprenez un magistrat malmené par un capitaine de l'armée. On va revenir là-dessus demain. Ouais, il s'agit du juge d'instruction de Macenta qui a été rouillé de coups par un capitaine de l'armée. Il est même tombé en syncope. Il a perdu connaissance. Il a été évacué du côté de l'hôpital de Macenta. Ça s'est passé quand, hier? Ça s'est passé lundi, où il a repris connaissance. Et depuis ça, ni le juge d'instruction, aucun membre du personnel de la justice, selon les informations que j'ai eues, ne s'est rendu au chevet de ce juge d'instruction malmené pour s'inquiéter. Le ministère de la Justice, notamment le secrétaire général du ministère de la Justice, aurait été informé de la situation, mais je vous donnerai plus de détails demain dans l'émission de demain. Antoine, Ahmed Sékou Traoré, pour ceux qui l'ont suivi hier, a dû parler au nom du RPG Arc-en-Ciel sur un média de la place au sujet de l'alliance Selou Dadis par rapport à l'envoi de ces deux juges à Ouagadougou. Et à l'entendre, il semble donner raison au porte-parole du FPDD qui estime que c'est le pouvoir qui est derrière cette histoire. Parce que on va l'entendre dans cette émission, si tout va bien, demain ou après-demain. Sékou, là on a... Une seconde. Ouais. Et je mène actuellement une enquête au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. On apprend cette année qu'il y a plus de 130 milliards de francs guinéens qui ont été accordés comme subvention aux universités privées. Il y a une université de la place qui a bénéficié cette année de plus de 99 milliards de francs guinéens. Dans les conditions purement opaques, nous allons essayer vraiment de comprendre ce qui se passe. Vous allez poursuivre l'enquête, allez-y. Oui, je vais très probablement revenir sur cette enquête que nous avons commencée par rapport, disons, à ces livraisons de médicaments, de kits plutôt d'accouchement entre ZMC et puis le ministère de la Santé. Il y a du nouveau, j'ai reçu d'autres documents. Et je crois qu'on va certainement aussi donner la parole à la partie adverse, mais de part et d'autre, il y a énormément de vices. Il faut dire qu'on a donné la parole à aucune partie pour l'instant. À aucune partie, mais il y a énormément de vices de procédure. Bien, merci Mohamed Mara, merci à tous les quatre. Merci à toi Fodeba Dansoko. Merci de nous avoir écoutés un peu partout en région. Sauf à Cancan où il y a quelques soucis. Merci et portez-vous bien. Au revoir. On reprend l'aventure demain. Tout l'été,